Les VRP. Vous devez certainement vous demander concrètement c'est quoi un VRP. Alors vous assimilez ça à un vendeur ou à un commercial sans vraiment savoir ce que ça représente. Un VRP, c'est un voyageur représentant placier. Voilà, très exactement, c'est la définition. Le VRP, il est de deux catégories différentes. Il va bien falloir distinguer ces deux catégories car elles sont vraiment totalement différentes dans leur mode de fonctionnement et dans leur mode de rétribution également. Le plus connu et celui que nous allons voir en détail, c'est le VRP exclusif. Il travaille pour un employeur, un seul unique employeur. Il est donc salarié. Il est régi par le droit du travail, mais aussi par la Convention collective nationale des VRP. L'employeur n'a pas le choix de lui attribuer une autre convention collective qui lui serait moins avantageuse. Il doit impérativement lui appliquer celle-ci. Ça, il faut le savoir, ça me paraît très important. Nous allons essentiellement dans ce cours voir tout ce qui concerne le VRP exclusif. Toutefois, je vais quand même vous parler très rapidement du deuxième VRP qui existe, le VRP multicarte. Ce VRP, lui, va travailler pour plusieurs employeurs et va être régi par le Code du commerce. Le VRP exclusif, nous allons voir maintenant son salaire. Donc, comme je vous le disais plus haut, le VRP dépend obligatoirement de l'accord national interprofessionnel des VRP. Pas le choix de faire autrement. Dès l'instant où un employeur choisit d'appliquer le statut de VRP à un salarié, il doit appliquer la convention collective qui va avec. C'est très très important. Et ce, quel que soit son secteur d'activité. Qu'il soit dans la métallurgie, dans le surgelé, dans le BTP, etc. Il doit appliquer cette convention collective et pas une autre. La rémunération du VRP va être composée d'éléments fixes et d'éléments variables. L'élément fixe, c'est le salaire de base. À noter que celui-ci est totalement facultatif. Il y a des VRP qui n'ont pas de salaire de base, qui ne sont payés qu'aux variables. Le variable, lui, va être composé de différentes choses. En premier lieu, généralement, une commission sur le chiffre d'affaires, dont le pourcentage va être totalement variable en fonction des produits vendus et effectivement du chiffre d'affaires requis. Il est bien évident qu'un vendeur de voitures ne va pas avoir la même marge, le même chiffre d'affaires qu'un vendeur de petits pois ou encore de médicaments. Donc c'est vraiment lié au secteur d'activité et c'est vraiment lié aussi aux produits vendus. La commission, donc c'est la première partie du salaire variable. Il y a également beaucoup de primes. Des primes d'objectifs, alors en fonction des entreprises, c'est très variable. Elles peuvent être soit uniques, c'est-à-dire le salarié a atteint son objectif, il a la prime, il ne l'a pas atteint, il n'a pas la prime. Voilà. Ou alors, il peut avoir une prime différence en fonction du seuil d'objectif atteint. Par exemple, s'il a atteint son objectif à 98%, il a 200 €. S'il l'atteint à 100%, il a 300 €. S'il l'atteint à 105%, il a 400 €, etc., etc. Chaque entreprise va définir cette prime, ainsi que toutes les autres d'ailleurs, généralement dans le cadre des NAO et des accords qui sont signés avec les représentants du personnel. Comme autre prime, on peut avoir une prime de rendement, une prime produit. C'est extrêmement variable. On peut également avoir des primes d'ancienneté ou d'assiduité, mais ça reste quand même plus rare. Il peut aussi avoir un bonus. Un bonus, c'est quoi? Alors le bonus, ça peut être une prime plutôt exceptionnelle. Généralement, c'est plutôt une fois par an, le bonus. S'il a vraiment très très bien travaillé, on va lui donner ce bonus pour le remercier d'avoir effectivement bien travaillé. Attention, très très important, tous les commerciaux ne sont pas VRP, loin de là. Il y a même, je pense, plus de commerciaux non VRP que de commerciaux VRP. Le statut de VRP impose quand même beaucoup de choses. Déjà, en premier lieu, cet accord interprofessionnel, mais il impose aussi que le salarié soit totalement autonome dans sa façon de travailler. Voilà. L'abattement 30%. La spécificité du bulletin de paye d'un VRP, c'est qu'il a droit à un abattement de 30% pour compenser ses frais professionnels. C'est-à-dire que, à partir du salaire brut, on va lui abattre 30% pour trouver un salaire brut après abattement. Et c'est sur ce dernier salaire brut après abattement qu'on va calculer toutes les cotisations. Donc autant vous dire que c'est particulièrement avantageux parce qu'il ne cotise que sur 70% de son salaire.
et pas sur 100%. La différence étant amenée, effectivement, elle sert à compenser les frais professionnels qu'il aurait pu avoir à titre personnel. Cet abattement, il est régi par différentes dispositions. La première, c'est qu'il est plafonné à 7 600 € par an. Vous verrez, c'est quand même pas mal, hein. La base de cotisation doit être à minima le SMIC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer un abattement de 30% sur un salaire brut inférieur au SMIC. Justement, on va quand même parler 5 minutes du salaire. Hein, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de règles jusqu'à présent, mis à part effectivement la convention collective. Or, la convention collective, elle prévoit un salaire minimum conventionnel trimestriel fort avantageux. En effet, elle prévoit que le salaire minimum trimestriel après abattement soit à minima de 520 fois le taux horaire du SMIC ou 390 fois pour le premier trimestre, c'est-à-dire le trimestre d'embauche du salarié. Je vous laisse faire le calcul. Le salaire trimestriel, on a vu, il est de 520 fois le SMIC. 520 fois 10,25 divisé par 3 mois pour trouver un salaire par mois, on arrive à 1776,67 € après abattement. C'est-à-dire que pour retrouver le salaire avant abattement, on va diviser par 0,7, hein, ce qui nous donne un brut avant abattement de 2538,09 € brut. C'est quand même plutôt avantageux comme vous pouvez le constater, hein. Pour le premier trimestre de travail, le salarié, lui, va avoir effectivement seulement si je puis me permettre, 390 fois le SMIC, ce qui correspond à un salaire après abattement de 1332,50 €, soit avant abattement de 1903,57 €. Donc vous voyez effectivement que le statut VRP prévoit un salaire conventionnel plutôt élevé. Donc, petit conseil aux entreprises qui souhaitent passer leurs salariés en VRP, réfléchissez bien avant quand même, hein, parce que la rémunération minimale conventionnelle est quand même particulièrement élevée, hein. On est quand même près de... avant abattement, on est quand même presque 1000 € au-dessus du SMIC, hein, quand même. Donc, pour ce faire, il faut vraiment que les salariés soient il faut vraiment que les VRP aient des bons résultats. S'ils sont tous moyens, vous allez passer plus de salaire en complément conventionnel qu'autre chose. Et ça ne sera pas pertinent. Le forfait jour. Le VRP est obligatoirement assimilé à un cadre. C'est-à-dire que dans les élections professionnelles, il est dans le même collège que les cadres. Il cotise également aux mêmes cotisations que les cadres. Et effectivement, lui, par contre, il est obligatoirement en forfait jour. Autant un cadre peut ne pas être en forfait jour, autant un VRP l'est automatiquement. C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le forfait jour, c'est ce qui correspond le mieux à son rythme tout à fait autonome de travail. Donc, effectivement, cela signifie que toutes les absences sur le bulletin de paye vont être en jour. Cela signifie effectivement que les absences non rémunérées, elles seront en jours réels et non pas en heures réelles, bien évidemment. À noter également que la RGC, elle s'applique sur le brut après abattement. Ce qui est logique, elle s'applique sur le brut, sur l'assiette de cotisation. Donc, elle s'applique sur le brut après abattement. Ce qui est quand même plutôt généreux de la part de l'URSSAF, n'est-ce pas ? Je vais vous laisser regarder maintenant le bulletin de paye d'un VRP, comment il se compose. Tout comme le cadre, le nombre de jours annuels y est porté. Tout comme le cadre, il n'y a pas de notion d'heure. Tous les taux sont des taux en jours. Vous pouvez constater qu'il y a l'abattement de 30%. Alors cet abattement, on le déduit du brut en haut. Mais, bien évidemment, comme c'est un abattement fictif qui n'est là que pour dispenser le salarié de payer la totalité des cotisations, il va être réinjecté ensuite en bas du bulletin, juste avant le net à payer. Je vous laisse également constater que le VRP a des cotisations cadres. Et voilà, nous en avons fini avec les VRP. J'espère que maintenant vous en saurez mieux sur cette catégorie de personnel. L'intérim. Nous allons maintenant parler de la particularité des bulletins de paye des intérimaires. En effet, si un intérimaire est un salarié
on va dire relativement comme les autres, son bulletin de paye va présenter quelques particularités. Pourquoi? Parce que l'intérimaire, c'est un salarié qui a, entre guillemets, 2 employeurs. C'est un petit peu complexe, c'est-à-dire que on va avoir d'un côté une agence d'intérim qui va établir un contrat de mise à disposition avec une entreprise lambda et qui va effectivement émettre de l'autre côté un contrat de mission avec l'intérimaire. L'intérimaire va travailler pour l'entreprise utilisatrice, mais va être payé par l'agence d'intérim, l'entreprise de travail temporaire. Il y a donc ce double canal, cette double hiérarchie, on va dire. Le bulletin de paye, lui, bien évidemment, il va être établi par l'entreprise d'intérim. Voilà. On va dire même clairement que l'intérimaire ne rentre même pas dans les effectifs légaux de l'entreprise utilisatrice. Le salaire des intérimaires. Le salaire des intérimaires ressemble très très fortement au salaire des autres salariés. Simplement sur le bulletin, on va voir plusieurs spécificités. Première chose, c'est l'agence d'intérim qui établit le bulletin de paye, avec effectivement les éléments variables qui lui auront été communiqués par l'entreprise utilisatrice. Mais le bulletin de paye est bien au nom de l'agence d'intérim, avec les taux donc de l'agence d'intérim. C'est quand même assez important. Ensuite, l'agence d'intérim refacturera à l'entreprise utilisatrice. Ça, c'est la première spécificité. Deuxième spécificité, et certainement la plus importante pour le salarié, c'est qu'il n'est pas payé sur un salaire mensuel lissé. La plupart des salariés sont payés à hauteur de 151,67 heures par mois. C'est le salaire lambda pour un salarié qui est à temps complet. Eh bien, les intérimaires sont payés au nombre d'heures du mois. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un mois de 20 jours travaillés, le salarié sera payé 20 multiplié par 7 heures, ça fait 140 heures. Donc il sera payé sur 140 heures. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des différences assez importantes en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois. La différence entre le mois de février, par exemple, et le mois de mars, elle peut être assez importante. Donc le salarié devra faire attention à ça. Il peut avoir des surprises un peu désagréables certaines fins de mois autrement. Bien évidemment, les heures supplémentaires sont calculées au-delà de ses heures normales de travail et non pas au-delà de 151,67 heures. Ce sont les points les plus importants. Autre point et non des moindres, c'est que du fait du décalage de la paye, en effet, les agences d'intérim sont obligées d'attendre tous les éléments variables du mois pour pouvoir payer le salarié. Ce qui fait que le temps qu'il récupère ces éléments variables, qu'il les traite, qu'il fasse les bulletins, etc., le salarié intérimaire est généralement payé entre le 12 et le 15 du mois. C'est une autorisation spéciale. Ce qui veut dire, alors ça c'est plutôt un conseil pour les personnes qui sont amenées à faire de l'intérim, pour les salariés intérimaires, attention à bien gérer son budget, attention effectivement à bien vérifier le nombre d'heures effectuées dans le mois, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises en fin de mois. Après, toutes les agences d'intérim fonctionnent avec des acomptes. Toutes les agences d'intérim vont proposer à leurs salariés, pour justement ne pas les pénaliser, parce que très souvent, ils ont des sorties bancaires de début de mois. Elles proposent toutes des acomptes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le salaire. Nous allons donc maintenant regarder le bulletin de paye d'un intérimaire. Le nombre d'heures est un nombre d'heures réel pour un temps plein, au taux horaire bien évidemment choisi. Les heures supplémentaires sont calculées au-delà de ces heures réelles. Et l'employeur, c'est l'entreprise de travail temporaire, c'est l'agence d'intérim, ce n'est pas l'entreprise utilisatrice. Voilà, ce sont les principales spécificités de l'intérimaire.